Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel atelier relations et business. D'ailleurs, c'est un atelier qu'on attendait maintenant depuis un an qu'on s'est quitté. On s'est quitté dans un contexte effectivement économique, social et sanitaire très très difficile. Euh, Quelques chiffres quand même avant de donner la parole à Rosie, que je suis très très heureux de retrouver ainsi que toute l'équipe d'Atelier RB. Euh, D'abord, on nous annonce un contexte qui est de l'ordre de 20 à 30 de pertes en termes d'attractivité économique et principalement les commerces. Et on sait que dans ce contexte, les commerces qui ont été touchés prioritairement, c'est bien sûr les cafés, les bars et les restaurants. Donc un contexte difficile, mais qui est peut-être aussi une opportunité aussi de rebondir et puis d'innover. On sait en fait ceux qui ont réussi eh bien, tirer leur épingle du jeu sont notamment les entreprises qui avaient déjà initié de nouveaux canaux de distribution et notamment leur présence sur des marketplaces de type Amazon, de type Fnac. On sait qu'il y a plusieurs places de marché en ligne, ainsi que des commerçants qui avaient déjà mis en place de la livraison à domicile avec en effet d'autres fournisseurs, d'autres partenaires qui existent sur le marché. Donc néanmoins, c'est peut-être aussi le moment eh bien d'accélérer et de pouvoir permettre la présence et la possibilité sur des canaux différents que le canal physique qu'on connaît. Et on le verra tout à l'heure, notamment à travers ce qui va être dit grâce à l'ensemble de nos intervenants. Juste pour terminer aussi un mot sur les derniers chiffres. Aujourd'hui, le 17e arrondissement, c'est 24 000 entreprises. Et sur les 24 000 entreprises, c'est 53% de femmes à la tête de notre tissu économique parisien dans le 17e arrondissement. Voilà, encore merci beaucoup à l'ensemble de nos auditrices et de nos auditeurs. Et je suis encore très heureux, je le redis, de retrouver toute l'équipe des ateliers RB. Voilà, et puis très bon atelier. Rosie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Benjamin. Et ben, très heureuse aussi de retrouver nos intervenants, nos fidèles qui nous suivent en présentiel habituellement, mais qui on se retrouve en version numérique pour la première fois. Situation sanitaire oblige, bien entendu. En effet, notre thème aujourd'hui, entreprendre en 2021, utopie, fantasme ou réalité. Tu viens de nous donner les chiffres, Benjamin. Je pense qu'avec cette crise, beaucoup de personnes se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans l'attente? Est-ce qu'on avance individuellement? Est-ce qu'on va vers nos rêves, nos projets, etc. Donc, je pense que c'est un vrai sujet parce que la crise est bien là, on le vit, hein, chacun à notre niveau, à notre façon. Et le nerf de la guerre, c'est quand même l'économie. Donc, comment fait-on avec cette crise pour avancer? Et je remercie nos entrepreneurs, merci à nos partenaires également donc, pour cet atelier version digitale. Merci à la mairie, à Geoffroy Boulard, le maire du 17e et toute l'équipe pour l'accompagnement technique. Je le fais dès maintenant parce que comme ça, on laisse la parole à nos intervenants qui est le plus important. Donc, bonne réunion, bel atelier à tout le monde. Merci beaucoup, Rosie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Manuel Lafont, c'est moi qui vais vous torturer pendant une petite heure sur les joies de l'entrepreneuriat, sur ce qui s'est passé en 2020 et qu'est-ce qu'on doit attendre de 2021 et des années qui suivent. Parce que l'air de rien, effectivement, pour venir directement sur le sujet, on a en 2020 pas mal de choses qui sont passées. Deux premiers confinements, parce qu'apparemment on en aura peut-être un troisième bientôt. Un PIB qui s'est effondré et malgré tout de la création d'entreprises en augmentation, pas petit, hein, parce que c'est 35 000 entreprises de plus par rapport au rythme classique qui ont été créées. En parallèle de quoi, on a eu une chute du nombre d'entreprises qui sont déclarées en difficulté
de plus de 38%, c'est énorme, et un dynamisme économique qui reste soutenu, puisqu'on a aujourd'hui des levées de fonds sur 2020 qui ont cru de 7,4%. Et quand je dis levée de fonds, c'est quand même 5,4 milliards d'euros, donc ce n'est pas n'importe quoi non plus. Donc, on est en droit de se demander qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, je vous propose le plan suivant un peu pour ces échanges, cette table ronde. On va déjà parler de comment ils ont traversé, qui est leur analyse de cette année économique 2020. Est-ce que les aides de l'État ont servi à quelque chose? Et ça, on rentrera dans le détail. Et puis enfin, comment ils voient l'entrepreneuriat demain? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup d'entreprendre en fait en 2021 ou 2022? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir, donc on a Benjamin Malo qui nous a rejoint et qui va rester avec nous et qui peut intervenir quand il veut. Benjamin, sans toi libre. On a, à tout seigneur, tout honneur, 53% de femmes, donc on commence par les femmes. Marion Poletti, qui est avocate à la Cour, spécialisée en droit social, qui pourra aussi nous éclairer sur les évolutions en termes de marché du travail, de façon de travailler aujourd'hui et demain, avec notamment l'impact sur les procédures prud'homales. Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a augmenté? Elle a une surprise pour vous. On va accueillir également un serial entrepreneur en la personne de Serge Quinquinguéu, qui représente la société ES2K, mais qui a plein de choses à dire sur l'entrepreneuriat, les startups et tout ce que ça comporte. On va avoir un start-upper qui est dans une deuxième phase de sa start-up, donc qui est passé entre la start-up et la PME. C'est super intéressant. C'est Ulrich Enzouzi, qui est Managing Director d'Upchain, qui va justement nous parler comment est-ce qu'il a créé avant, ce qui s'est passé pendant et comment est-ce qu'il sort aujourd'hui par le haut de cette crise. Et puis, je pense qu'il est essentiel aussi de s'attarder sur le tissu économique de PME, je dirais industrielles, puisque en France, on a quand même détruit beaucoup d'emplois industriels et il ne faut pas oublier que c'est quand même la base de la richesse économique de beaucoup de nations et donc de la nôtre peut-être demain. Et donc, c'est Steve Camer de la société Sumécatronique qui va nous accompagner sur ce sujet pour nous expliquer justement comment il a réagi, sachant qu'en plus, son entreprise a une caractéristique, c'est qu'elle était majoritairement tournée avant la crise sur un secteur qui va très très fort en ce moment, c'est l'aéronautique. Je précise d'ailleurs que dans le moteur de Boeing qui a explosé, il n'y avait aucune pièce Sumécatronique. C'est important de le préciser, hein, Steve, on est bien d'accord. Donc, par rapport à ça, écoutez, commençons le débat tout de suite. 2020, comment ça s'est passé pour vous? Et qui a envie de prendre la parole en premier? Dites-moi, qui a envie de se lancer sur la bataille? Personne? Je vais désigner des volontaires. Hein. D'accord. Serge, tu as levé la main, c'est pour toi. Moi, je veux bien. Hein, je veux bien. Bonjour à tous. Honneur aux dames, alors. Ah. Honneur aux dames. Vas-y, Marion. On ne vous entend pas, Marion. Marion, allô? Ça y est. Marion, active ton micro. Son micro est coupé, là. Ah, bon. Serge, c'est toi qui commence. Marion activera son micro et elle viendra nous rejoindre tout à l'heure. Vas-y, Serge. D'accord. Alors, moi, ça me gêne un petit peu de parler de l'impact qu'a pu avoir le Covid sur mes activités parce que j'ai eu zéro impact. J'ai même eu plutôt pas mal d'opportunités qui se sont ouvertes. Donc, comme tu le disais, Emmanuel, donc moi, je suis serial entrepreneur dans un domaine qui est particulier. Dans les crises, on a la chance de tomber du bon côté ou du mauvais côté. Restauration, retail, tout ce qui est aviation, évidemment, c'est du mauvais côté. Moi, je suis du côté médical. Donc, dans une crise médicale, on a plutôt des opportunités. Donc, et en plus, moi, je crée des startups donc je crée des startups de dispositifs médicaux. Et en général, ces startups, je les crée d'une manière à ce qu'elles n'aient pas besoin de lever de fonds parce qu'elles font des bénéfices tout de suite. Et donc, toujours sur ce secteur médical qui n'a pas eu à souffrir. Par contre, j'ai participé à des… donc, il y a eu beaucoup d'argent qui est tombé. Hein, ça fait partie des opportunités. Donc, le PGE, le prêt pour les entreprises. Il y a eu le fonds de résilience aussi sur l'Île-de-France. Et moi, j'étais dans un jury du fonds de résilience où j'ai vu passer beaucoup de startups qui demandaient de l'argent, donc soit parce qu'elles n'avaient pas eu de PGE, soit parce que le PGE n'avait pas été suffisant. Et ce que j'ai pu voir donc, dans leur BP, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont pivoté et qui ont finalement trouvé des nouveaux débouchés
avec leur technologie, voilà, qui ont su finalement s'adapter et pour pivoter, enfin pour trouver donc ce qu'on appelle un pivot dans les startups, c'est-à-dire changer finalement de modèle économique pour pouvoir s'adapter. J'en ai même vu qui ont complètement explosé. Par exemple, il y a une société qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais qui fait du sport santé avec des salles spécialisées pour les gens qui ont des pathologies particulières chroniques, on va dire du diabète, qui font du Parkinson, etc., et qui avait aussi développé un logiciel pour faire du sport à la maison, adapté aux personnes sédentaires ou qui ont une maladie. Et eux, ils ont littéralement explosé parce que, évidemment, comme les gens sont restés à la maison, ils sont mis à utiliser ces applications. J'ai aussi le souvenir d'un artisan qui, lui, fait des vêtements bio. D'ailleurs, je porte un de leurs pulls en laine, notamment. Je ne donnerai pas le nom, comme ça, on ne pourra pas dire que je fais de la publicité. Ça s'appelle Laine du Velay, donc je n'ai rien dit. Cette société donc, qui a eu du mal finalement à distribuer dans les magasins, puisque les magasins étaient fermés pendant longtemps, et peuvent l'être de temps en temps maintenant, à ce qu'on voit, qui a finalement, donc qui dans le Massif central, qui est perdu au milieu de nulle part, dans la montagne, qui a mis à jour son site internet, l'a fait prendre en main par quelqu'un qui était spécialisé dans le domaine des réseaux sociaux, et qui a elle aussi complètement explosé à ce moment-là, parce que elle s'est mise sur les ventes internet. Donc, de mon point de vue, et du point de vue des startups, évidemment, il y en a qui ont souffert, mais même dans les domaines sinistrés, on va dire, il y en a pas mal qui ont réussi à basculer, à pivoter et à s'adapter pour pouvoir continuer à survivre. Donc, évidemment, c'est un secteur un peu spécial puisque c'est supposé être des entrepreneurs qui font de l'innovation et qui doivent s'adapter, mais bon, voilà, ça a montré ceux qui étaient capables de le faire. Et il y en a eu beaucoup de mon point de vue. En plus du fait qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour soutenir les entreprises, je pense que ça leur a permis justement de financer leur pivot ou leur résilience en attendant des jours meilleurs. Donc pour toi, la crise, en fait, ça a été synonyme d'opportunité et ou de mise à l'épreuve de la résilience ou de la réactivité des startups. Exactement. Et moi, à titre personnel, on m'a proposé de créer 3 à 4 startups pendant cette période. Donc voilà, ça n'a pas effrayé les gens. 2, j'ai été obligé d'en refuser parce que je ne peux pas en faire 150 en même temps. Et du coup, je suis en train de réfléchir, je suis en train d'innover aussi, à réfléchir pour en accompagner plus, parce que je suis aussi mentor, pour en accompagner plus de manière industrielle, donc de m'adapter pour pouvoir arriver à faire ça. Ouais. Royal, bravo. Ulrich, là-dessus, comment est-ce que vous l'avez traversé avec Upchain, cette crise? Alors oui, déjà bonjour à tout le monde. Ton micro est coupé. Problème de micro. On est bon, on t'entend. Bonjour tout le monde. Je disais merci déjà pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir assister en fait à ce type de webinaire et surtout un webinaire qui donne la parole en fait aux start-upers comme moi. Donc c'est l'occasion effectivement de partager un certain nombre de contextes et de difficultés que l'on vit et qu'on a surtout traversé durant cette crise. Et pour rebondir par rapport à ce que Serge indiquait, et c'est vrai que nous, Upchain, on est un petit peu dans ce cas de figure, c'est-à-dire on a réalisé à peu près 38% de croissance en 2020 sur cette crise. Donc, on a su, on va dire, traverser cette phase délicate, exceptionnelle et difficile. Mais on a aussi eu un manque à gagner, une perte de 30% par rapport à nos projections, à nos estimations. Donc, voilà, c'est un peu un paradoxe. Et dans ce paradoxe, on peut dire que oui, on a profité de cette crise pour pouvoir innover. Et je rejoins parfaitement Serge pour indiquer que il y a eu pour certains de l'innovation, de la création. C'était le cas pour nous, Upchain. Mais c'est vrai que on a essayé aussi voilà, ça a été une phase sur laquelle on va dire, on a survécu, on va dire, par nous-mêmes. Il y a eu on a bénéficié en fait du PGE par exemple, mais ça a été, on va dire, dérisoire par rapport à la situation et à nos besoins, surtout à nos besoins opérationnels ou à nos besoins d'investissement, notamment par rapport aux produits ou à des solutions innovantes que nous créons. Et voilà, donc
Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu les deux. C'est ce qui est un peu bizarre et difficile à expliquer, mais on a eu les deux. C'est-à-dire, on a vécu une difficulté, mais on a profité aussi pour créer, innover. Et effectivement, on a créé, innové durant cette crise 2020. D'accord. Bon, je précise quand même que Hoopchain, ce n'est pas votre premier coup d'essai. Donc, voilà, ce n'est pas votre première entreprise. Oui. Donc, oui, quand vous parlez de 30% de recul par rapport aux projections, ce n'était pas un délire de start-upper qui s'imaginait conquérir le monde. Vous aviez bien des chiffres réfléchis. Et donc, tout à fait. Et les 38% de croissance, c'est très beau, mais il ne faut pas oublier que vous aviez quand même prévu un peu plus que ça en réussite. Exactement. Exactement. Voilà, c'était un peu tendu. D'accord, OK. Steve, Cinécatrique, tu mets ton micro en marche et ouais, oui, c'est bon. Bon. Ouais. Alors toi, la crise, tu as des choses à nous dire? On parlait de 38%, ouais, alors c'est bien. Moi, c'est dans le sens inverse. Donc, on a eu plutôt une baisse d'activité de l'ordre de 35 à 40%. Notre société d'usinage, donc on est une petite industrie dans les Yvelines, on réalise un chiffre d'affaires de 6 millions et on est dédié essentiellement à l'aéronautique, donc 80% pour l'aéronautique et 20% pour l'optique. Nous, dès le mois de mars, en fin de compte, on a bien senti que de toute façon, ça allait avoir des impacts très douloureux sur l'aviation civile. C'est-à-dire que les vols commerciaux, ils vont complètement chuter, voire être arrêtés. Donc, nous, on fabrique des pièces qui sont justement pour ces programmes d'avions très, très, très gourmands, on va dire la 320, la 330, la 350, des super beaux programmes. L'impact clairement qu'on a eu, nous, chez Sumécatronics, c'est-à-dire qu'on a eu une activité juste folle, on avait des délais qu'on n'arrivait pas à résorber et tout ça, et que mi-mars, on s'est complètement retrouvé sur Terre avec le calme plat, comme si on était dans l'œil du cyclone, et qu'en fin de compte, personnellement, moi, ça m'a bien calmé au niveau stress et tout ça. Ça, le bienfait de la crise. Cependant, on a eu une sorte de pression en se disant mais qu'est-ce qui va nous arriver quand même, parce que là, c'est d'une violence, mais inouïe, quoi. Donc, on parlait de tous les dispositifs de l'État. Effectivement, nous, on a contracté un PGE dans la foulée de 500 K. On ne l'a pas consommé, donc il est toujours de côté. On a fait le chômage partiel. On a profité un peu de tous ces dispositifs. Toutes les charges fixes, toutes les charges qu'on a pu s'exempter, on l'a fait. Je remercie beaucoup, d'ailleurs, tous nos partenaires qui ont dans tous les sens. Donc, forcément, nous, on a quand même arrêté une activité. On s'est retrouvé d'une bonne trentaine en atelier à 6 ou 7 au tout début. Et on a vraiment fait le fonctionnement, c'est-à-dire achat de matières premières, transformation des métaux, livraison. Le b.a.-ba du commerce, on va dire. Et même au niveau de nos clients qui sont Safran, Thales, Lord, Parker et tout ça, ce sont des donneurs d'ordre aéronautiques. Je n'avais plus de nouvelles. C'est-à-dire que les acheteurs, c'était chacun pour soi. C'est-à-dire, de temps en temps, ils appelaient pour la bonne forme. Comment allez-vous? Mais en tout cas, on n'aura pas de petite cuillère pour vous. Donc, en clair, oui, démerdez-vous, quoi. Donc, moi, j'ai revu un petit peu ma stratégie, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le doute, je me suis dit, de toute façon, il faut quand même fonctionner avec le strict minimum. Et en même temps, on verra bien ce qu'il en est. Pour moi, il était hors de question de licencier. Aujourd'hui, on a fait juste un seul licenciement, mais c'était une personne qui venait à peine d'arriver. Aujourd'hui, pour moi, c'est la plus grande des victoires, c'est d'avoir vraiment conservé le tissu tourneur-fraiseur, des métiers qui sont déjà très, très rares dans notre industrie. Maintenant, en 2021, pour répondre à ta question, Emmanuel, moi, je pense que de toute façon, il faut avancer, quoi. On peut pas rester figé sur ce qui se passe. Pour les gens qui veulent entreprendre, je pense qu'ils doivent y aller avec certaines mesures, 2-3 calculs. Mais enfin bon, si quelqu'un a des envies de se lancer dans un business, il faut qu'il y fonce, hein. À ceci près que ton entreprise a quand même
une réussite sur d'autres, puisque tu étais sur un marché où on vous avait demandé de vous concentrer, de vous contracter, et donc il y avait des entreprises qui cherchaient à en racheter à droite à gauche. Et aujourd'hui, les racheteurs de 2019 se proposent à être généreusement rachetés, si possible, vite en 2021. C'est quand même signe qu'il y a un sacré retournement de marché pour le coup. Il y a des grandes surprises, notamment les sociétés qui, encore une fois, qui étaient sur les meilleurs programmes dans le sud-ouest, du côté de Toulouse, des sociétés qui étaient quand même subventionnées comme il faut par beaucoup d'instructions, se sont retrouvées, mais vraiment très, très, très mal. Très, très mal. J'ai l'impression que plus on est petit, enfin, une société à taille humaine, plus on est agile et on arrive à s'en sortir. Que ceux qui ont des grosses structures avec gros personnel, ils ont déjà fait des PSE. Enfin, j'en connais des groupes de 400 personnes, ils ont déjà lâché 90 personnes. Si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que vient de citer Steve, nous, on l'a vécu. Et effectivement, c'est une bonne remarque en disant que notre taille nous a permis effectivement d'être assez flexible et agile par rapport à la crise, puisqu'on a pu en fait orienter en fait un volet d'activité vers une autre, ce qui nous a permis en fait de pouvoir absorber en fait le manque à gagner qu'on pouvait avoir en fait sur une autre offre. Et on l'a vécu aussi sur la période, c'est-à-dire sur tout le bassin, par exemple Hauts-de-France, où on avait des clients dans le cadre de l'industriel, on l'a senti. C'était vraiment un blocage net, sec, et pareil, plus de nouvelles, pas de nouvelles pendant un long moment, et ça a été assez frustrant et difficile de pouvoir on se pose beaucoup de questions, on essaye d'avoir des informations, et c'est vrai que ça a été une incertitude assez flagrant, et on l'a vécu, nous, en tout cas, par rapport à nos clients qui sont dans les retail et qui sont dans l'industrie. Et voilà, ça a été assez compliqué. C'est vrai que nous, on a eu la chance, on peut le dire, d'être assez flexible, mais pour les gros, on l'a senti que c'était assez difficile. On a même eu nous-mêmes des partenaires qui, pour certains, ont déposé bilan, et voilà, c'était vraiment une incertitude sur les premières et deuxièmes phases, et c'est vrai que la troisième, c'est assez dur. C'est assez dur. Et c'est vrai que nous aussi, on a évité un peu le chômage partiel, parce qu'on a pu rediriger en fait une équipe sur de l'investissement. Et vu qu'on est sur une cellule un peu, on va dire, une cellule d'innovation, on a eu aussi des subventions en termes d'impôt recherche, ce qui a permis un petit peu d'aider. Et puis avec le PGE, voilà, ça permet un petit peu de compenser. Et c'est vrai qu'il y a eu tout de même aussi, on va dire, un investissement aussi propre pour permettre de maintenir l'équipe et d'éviter soit les licenciements, soit les chômages. Voilà. D'accord, merci Eric. Donc oui, small is beautiful, si je reprends l'expression du célèbre économiste, mais pas trop non plus, il ne faut pas exagérer, parce que quand tu n'as pas de trésor, tu es mort. Justement, alors ça a raconté quoi du coup? Je suppose que s'il y a plus de plans sociaux, je subodore, je pense, je pressens que peut-être le nombre de prud'hommes a explosé, ou pas d'ailleurs, parce qu'on pourrait croire que le nombre d'entreprises, de chute d'entreprises a explosé, mais pas. Donc, les prud'hommes, ça a raconté quoi, Marion? Oui, bonjour à tous déjà. Donc effectivement, Marion Paoletti, avocat en droit du travail. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, ma connexion n'était pas très bonne. Très bien. Oui, alors j'entends, là je rebondis sur ce que vous dites et je pense que c'est la réalité. En 2020, en droit du travail, ça a été activité partielle, enfin les gros thèmes activité partielle et télétravail. En ce qui concerne effectivement les prud'hommes, pour l'instant, là, j'ai été me renseigner surtout au niveau du Conseil de prud'hommes de Paris. On constate finalement sur 2020 une baisse des saisines du Conseil de prud'hommes de 13,5% quand même sur l'année. Après, les chiffres sont quand même à mesurer parce qu'il y a quand même deux choses. Alors, d'une part, il y a eu quand même une grève importante des avocats fin 2019 et début 2020. Donc, il y a une baisse des saisines qui est aussi liée à ça. Et il y a eu quand même une fermeture totale, ce qui était assez exceptionnel, des conseils de prud'hommes pendant. Alors à Paris, c'était 6 semaines totalement. Un peu plus selon les conseils de prud'hommes. Après, à Paris, ils m'ont dit qu'ils avaient rattrapé leur retard. Toujours est-il que là, pour l'instant, il y a eu une baisse. Et après, il faut savoir de toute façon qu'on a généralement 1 an pour contester quand il y a des ruptures. Donc finalement, on va sûrement voir, je pense, en 2021, surtout l'évolution de cette année un petit peu particulière en droit du travail en 2020. Et avec, a priori, je pense, des nouveaux contentieux aussi qui sont liés à ce que vous avez dit, c'est-à-dire
L'activité partielle, bon, voilà, elle a été mise en place quand même dans de nombreuses structures, de savoir comment ça a été géré. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sanctions sur les contrôles, etc. Mais a priori, c'est quand même un vrai thème qui est abordé aujourd'hui quand ça n'a pas été respecté correctement par les structures. Et aussi la question du télétravail, comment ça a été mis en place par chaque structure. Est-ce que j'aurais dû même être en télétravail et je ne l'ai pas été, ou inversement voilà, donc ça va être peut-être des nouveaux modes, je dirais, de contestation aujourd'hui. En termes de rupture de contrat, donc j'entendais effectivement, vous avez beaucoup parlé de grosses structures. Oui, il y a eu beaucoup de restructuration, enfin de plan de sauvegarde de l'emploi. Effectivement, dans des grosses structures, il y a une augmentation. Après, finalement, peut-être pas tant qu'on s'attendait, parce que justement, l'activité partielle est censée être un frein justement au licenciement économique. Et effectivement, ça a été beaucoup utilisé. Donc la question est de savoir quand ça va s'arrêter. Est-ce que finalement, on ne va pas avoir un report de toutes les ruptures de contrat qui, jusque-là, ont été effectivement préservées. Donc, et après, vous l'avez dit, je pense, et on le voit dans les intervenants aujourd'hui, on a vraiment, suivant le secteur d'activité, suivant la taille de la structure, on a quand même des choses qui n'ont pas du tout été vécues pareil en termes de rupture de contrat, d'embauche, etc., selon les secteurs d'activité. Vous l'avez tout à fait relayé aujourd'hui. Je voudrais faire juste un petit rebond entre ce que vient de dire, je vais faire une synthèse entre ce que vient de dire Marion et Steve. Si Steve, je vais y arriver, vous allez voir. Je travaille de temps en temps dans le sud-ouest, à Toulouse en particulier. Et à Toulouse, bon, comme vous le savez, c'est un peu aérospatial Airbus City. Hein. Donc eux, ils sont ramassés chers. Excusez-moi l'expression. Mais donc évidemment, Airbus, activité quasiment à l'arrêt. Mais bon, moi, je suis indécrotablement positif et j'y vois justement des opportunités. Ce qui se passe là-bas, notamment, c'est qu'il y a beaucoup... ce que propose Airbus, c'est des plans de départ pour les plus anciens. Alors, je ne sais pas pourquoi les plus anciens plutôt que les plus jeunes. Ça, c'est à discuter. Mais bon, avec des packs pour créer des startups, justement. Donc, ce qu'ils attendent sur Toulouse, c'est un gros nombre de créations d'entreprises qui va arriver, alors que jusqu'à maintenant, tous les ingénieurs, parce qu'il y a des grosses écoles là-bas d'ingénieurs et les universités, tous les étudiants étaient vampirisés quelque part par rapport au tissu économique sur Airbus, et il y avait très peu de création de start-up de manière assez amusante, puisque c'est quand même une région d'innovation. Et là, au contraire, on va avoir une explosion, on s'attend à une explosion de la création de start-up. Si je peux me permettre, c'est vrai, il y a les donneurs d'ordre et les avionneurs en clair comme Airbus proposent des plans de départ pour les anciens. C'est une erreur fondamentale, à mon humble avis. Enfin, je suis d'accord. Hein. On est quand même dans une éducation où aujourd'hui, nous, on a de la perte de compétences drastique. Tous les anciens qui s'en vont de chez nos clients, par exemple, sont en train de laisser des travaux en cours. Et les jeunes qui reprennent les travaux, j'ai rien contre les jeunes, j'en suis presque un encore, ils sont complètement largués et ils nous demandent de faire du design to cost, de faire du co-engineering et tout ça. Ce n'est pas clairement notre métier. Quoique, je pense, Emmanuel, qu'il y a, par exemple, là, un business à créer pour nos petites PME. Mais bon, je trouve que c'est dommage parce que les anciens avaient quand même des très grandes compétences. Nous, on est confrontés à faire des demandes de dérogation instantanément parce qu'il y avait une façon de faire, des procédures et tout ça. Aujourd'hui, c'est complètement anéanti, c'est lent, c'est encore plus lent avec la crise du Covid. Et je pense, même hors crise, les compétences déjà se perdaient dans notre industrie. Donc, je pense que Airbus là, est plus en train de dégraisser coûte que coûte. C'est vrai que les anciens coûtent cher, mais en même temps, je pense qu'il faut peut-être faire la part des deux. Mais très bonne remarque, c'est clair. Alors, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ce sont des compétences qui vont partir dans les startups. Et ça, c'est génial, parce que c'est des gens qui ont une expérience de dingue, qui ont des réseaux de dingue, qui vont être partir dans les startups. C'est pourquoi, d'ailleurs, je participe à la création d'un incubateur d'entreprise à Toulouse, à l'hôpital Purpan, en espérant attirer ces gens qui ont une expérience de folie pour créer des startups là-bas, toujours dans le secteur médical, hein, mais voilà. Donc moi, c'est dommage pour l'aéronautique, et c'est un réflexe très français, c'est-à-dire on commence toujours par virer les plus expérimentés, ce qui est complètement débile, puisqu'on perd toute l'expérience.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est français parce que ça se retrouve aussi notamment sur le nucléaire, puisque aujourd'hui, démanteler une centrale nucléaire, c'est assez compliqué parce qu'on se rend compte qu'on a paumé la notice. C'est ballot. Mais rassurez-vous, ce n'est pas qu'un mal français, puisque aujourd'hui, enfin, il y a une dizaine d'années, ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de retourner sur la Lune parce qu'ils avaient viré tous les ingénieurs qui étaient capables de créer un module lunaire. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, la France ne se démarque pas forcément des autres nations. Mais je reviens sur un sujet, c'est que vous avez tous, sans exception, parlé d'un truc, ça s'appelle le PGE, prêt garanti par l'État. Et vous ne l'avez pas sorti en termes de j'ai survécu grâce à ça, mais vous avez vraiment eu une approche en termes de fonds. Il y en a même un dont je tairai le nom, qui a eu un PGE et qui ne s'en est pas servi. C'est-à-dire que le pognon, il est de côté et il attend tranquillement de voir quand est-ce qu'il en aura besoin. Ce qui est plutôt félicitations, parce que c'est vraiment une saine règle de gestion, puisqu'on dit toujours la trésorerie plus que ta mère, tu chériras. Mais alors, le PGE et les aides de l'État, ça a servi à sauver des boîtes, selon vous? Et est-ce que ça doit perdurer ou pas? Sachant que la béquille en termes de chiffre d'affaires, donc si vous avez juste été pas content du confinement et vous déclarez avoir été impacté, vous avez un minimum de 1 500 €. Et après, bien entendu, si vous êtes restaurateur, vous avez beaucoup plus. Mais dites-moi, est-ce que les aides de l'État a-t-il joué son rôle ou pas en termes financiers pendant la période? Est-ce que je peux intervenir sur ce point-là? Ouais, non, mais je ne vais pas faire de politique. Je vais pas faire de politique. Juste dire d'abord, il y a effectivement les dispositifs Gouffrance nous concernant, métropolitain, parisien. Dans le 17e arrondissement, on a aussi mis en place un dispositif grâce au maire Geoffroy Boulard, Philippe Guerre notamment, qui est adjoint au commerce, avec un partenaire qui s'appelle Robin, plateforme Robin. Je dis ça pourquoi? Alors, Robin, c'est une offre qu'on a proposée aux commerçants à travers une carte prépayée en termes de soutien et de services d'assistance juridique. Tout ça pour dire qu'il y a eu une pléthore, en fait, effectivement, de dispositifs. Et beaucoup d'entrepreneurs sur le 17e arrondissement, beaucoup de commerçants ne s'y retrouvaient absolument pas. Et effectivement, on a entendu parler beaucoup du PGE. D'ailleurs, on a eu le droit à plusieurs réunions avec le préfet de région, sur lequel on nous annonçait 100 milliards, des plans, etc. Sauf que nous, concrètement, sur le terrain, on a des commerçants pour lesquels les banques ne suivaient pas. Elles ont suivi une fois, et puis elles ont arrêté de suivre le commerçant parce qu'il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas de perspective d'ouverture. Donc voilà, tout ça pour mon discours, c'était d'abord de dire il y a eu pléthore et c'était compliqué de s'y retrouver pour les entreprises. Je me souviens d'un Facebook Live que nous avons fait le 14 décembre dernier pour y voir un peu plus clair, pour aider, en tout cas en termes de visibilité, les structures. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les commerçants qui s'en sortent sont d'abord ceux qui avaient une trésorerie et qui avaient les reins solides. Alors généralement, une trésorerie, si on tombe sur les TPE, PME ou voire les commerçants, c'est 3 mois minimum. Il y en a qui n'avaient que 3 mois. D'ailleurs, il y en avait qui ont démarré leur activité. Ça aussi, c'est important. On parle des PGE. Je vais laisser ensuite la parole aux autres intervenants. Mais il y a des entreprises qui se sont retrouvées à lancer leur activité, donc qui étaient hors scope de toutes les aides. Il y a des entreprises, même à côté de chez moi, je vois quelqu'un qui a pris un commerce début mars, qui a fait les travaux pendant 15 jours. Il était prêt à ouvrir mi-mars et on nous a mis en confinement le 16 mars. D'ailleurs, on a eu beaucoup de discussions avec la ville de Paris, qui est montée aussi au créneau avec nous en disant attention, il y a plein d'entreprises qui viennent de naître et on leur coupe l'herbe sous le pied parce qu'ils sont hors dispositif. Donc, le PGE, oui, alors, il y a eu beaucoup d'autres dispositifs autour. Les banques n'ont pas forcément suivi, et ça, il faut le dire. Après, il y a toute une gestion de coût du risque, effectivement, il y a en termes de visibilité. Il y en a qui ont laissé des plumes. On essaye de les soutenir, mais c'est compliqué. Ensuite, je pense qu'on a besoin aussi de visibilité en termes de dispositifs. Et là-dessus, voilà, à un moment donné, il faut éclaircir les choses et donner concrètement peut-être les bonnes aides sur les bons secteurs et pour les bonnes entreprises en fonction de leur taille. Voilà ce que je voulais dire en introduction de cette question. Merci beaucoup, Benjamin. Qui veut intervenir alors sur les aides? Alors, justement, sur les aides, moi, comme je disais, j'ai participé à une des aides qui venait après le PGE et pour l'Île-de-France, qui s'appelle le Fonds de résilience. Et là, on a effectivement balancé pas mal d'argent. Enfin, on a refusé une seule entreprise sur toutes les dizaines qu'on a vues pour les aider, pour les financer.
Mais d'un point de vue purement financier, comptable, les entreprises qui allaient dans le mur avant le confinement, on les a financées quand même, mais je pense qu'elles iront dans le mur quand même, parce qu'elles étaient déjà en train de se planter. Toutes les autres, je pense que ça leur a servi. Après, j'ai pas de retour, moi, sur l'effet des financements des entreprises qu'on a accompagnées financièrement avec le fonds de résilience. Mais bon, voilà, elles espéraient toutes, évidemment, pouvoir continuer. Mais voilà, je pense que le message que je voulais juste faire passer, c'est que les entreprises qui étaient mal avant, elles sont soutenues, elles sont sous perfusion, mais elles mourront quand même après. Et ça n'y changera rien. Les entreprises qui étaient bien, bon, j'espère en tout cas que les financements qui sont tombés vont les aider. Et moi, je suis comme Steve, moi j'ai demandé des PGE, mais j'en avais pas besoin. Par contre, ça m'a quand même aidé. Alors là, du coup, je reconnais un impact du confinement, c'est que il y a eu des clients qui ont eu beaucoup plus de temps que d'habitude à payer, surtout sur le premier confinement. Et ça m'a rassuré d'avoir une trésor supplémentaire au cas où ma trésor soit complètement effacée. Donc, je n'ai pas eu, fort heureusement, à l'utiliser, ce PGE, mais ça m'a quand même bien rassuré parce que j'ai une baisse de trésorerie due au… Et ce qui est bizarre, c'est que plus les clients sont gros et plus ils ont mis de temps à payer d'ailleurs. Hein. Ça, c'était voilà, c'est une petite aparté. Donc, selon toi… Pardon, peut-être laisser Marion d'expliquer un petit peu par rapport aux entreprises et puis juridiquement et point de vue droit, comment ça se passe entre les aides, l'accompagnement et la création d'entreprise, vu le contexte. C'est ce que j'allais faire. Ouais, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Alors après, là, c'est moins du droit du travail, mais en tout cas, vu que j'ai une petite expérience en entreprise en difficulté au début, je rebondis sur ce que vous disiez parce que c'est un vrai problème. Effectivement, il y a une baisse des dépôts de bilan, ce qu'on appelait les dépôts de bilan avant, en 2020. Et la vraie question, c'est pas une vraie question, c'est qu'a priori, c'est certain et des acteurs du tribunal de commerce le disent, il n'y a pas de tri entre celles qui, de toute façon, auraient été… serait passé sous procédure collective et voilà, il y a un maintien a priori artificiel pour des sociétés, c'est exactement ce que vous disiez. Malheureusement, c'est peut-être juste reculé et le problème c'est qu'on ne peut pas, là aujourd'hui, il n'y a pas de tri entre celles qui auraient dû déjà repartir et malheureusement, on donne peut-être de l'argent effectivement pour des entreprises qui de toute façon n'auraient pas eu les reins assez solides. Donc là, c'est vraiment sur cet aspect-là. Après, sur moi, les aides, c'est moins c'est moins en droit du travail, donc je suis moins compétente sur les autres aides vraiment pour financer l'entreprise. Après, en droit du travail, il y en a aussi. Donc, vous parliez des jeunes tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi miser sur les jeunes. Et il y a vraiment un véritable plan aussi, notamment en termes de recrutement là, sur les jeunes. Un jeune, une solution. J'encourage donc, et c'est assez, ça va bientôt, ça a été repoussé, donc on a des chances que ça soit encore repoussé, mais il y a déjà des aides qui sont jusqu'à fin mars, voire jusqu'à fin juin. Embaucher des jeunes, il y a des aides, il faut en profiter pendant qu'elles sont là et elles sont quand même plus importantes qu'habituellement. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, il faut si on veut entreprendre, il faut effectivement avoir un business et de l'activité, mais il faut aussi recruter pour pouvoir le faire et notamment embaucher des jeunes. Et moi, mon autre conseil, c'est vraiment embaucher en CDI non plus. Si vous n'avez pas peur du salariat, ce qui va peut-être être abordé après, c'est embaucher en CDI, c'est important, n'ayez pas peur. C'est une fausse idée reçue d'embaucher en CDD. Il faut vraiment y aller. Voilà. Le CDD, c'est une fausse bonne idée, je suis bien d'accord. Et donc, dites-moi, Ulrich et Steve, alors c'est d'après ce que je viens d'entendre, l'économiste américain avait raison en disant que in storm, even dead goose can fly, à savoir que dans la tempête, on arrive à faire voler même des dindons morts. Est-ce que vous pensez que, franchement, les aides, c'est juste un moyen pour faire tenir des boîtes qui, de toute façon, vont s'effondrer après parce que le PGE va quand même falloir le rembourser à un moment ou à un autre? Steve? Oui, il y aura un peu de tout, je pense, parce que moi, j'ai eu la culture surtout de mon père qui a toujours essayé de mettre un matelas de côté, une trésor. Un haut de bilan, aujourd'hui, ça se vérifie, c'est important. Donc, nous, on a de la trésor, mais on a fait surtout en sorte de l'oublier, quoi.
tout au long de notre aventure entrepreneuriale. Maintenant, quand il y a des aides qui s'offrent à nous, on les prend aussi. Cependant, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous été élevés de la même façon. Dès qu'on a un petit peu d'argent, on se dit qu'on peut le consommer, croquer la pomme, et puis au final, il y a banqueroute derrière. Donc oui, il y aura un peu de tout. Maintenant, je pense qu'il faut que les experts comptables se mettent au travail et sensibilisent certains chefs d'entreprise, c'est tout. Je reviens juste sur la masse salariale. Moi, je me rends compte, c'est 36 à 37% de mon chiffre d'affaires. C'est quand même très important. Et malheureusement, dans ce pays, là, c'est vraiment de façon générique, mais dans ce pays, si on doit s'en sortir, faire un plan, oui, ça coûte, mais en même temps, on sait ce qu'on va récupérer derrière. Tant qu'on n'arrêtera pas de taxer le travail, je n'ai pas de grosses envies d'embauche, moi. Je vous le dis clairement. Hein. Voilà. Steve, j'avais promis de ne pas redire que l'URSSAF, en fait, ça s'appelle URSSAF. Voilà, bon, tu vois. À chaque conférence, je le fais et je ne devais pas le faire, et voilà, je l'ai refait. Mais alors, donc, on est en pleine entreprise, on est en pleine économie communiste ou quoi, avec des entreprises subventionnées, un marché totalement contrôlé, des libertés interdites. Ulrich, t'en penses quoi? Moi, c'est pareil, hein, il y a un peu de tout. Hein. Déjà, le premier point, c'est, enfin pour nous, c'était déjà l'information. C'est-à-dire qu'on parlait de pas mal de subventions, d'aides, etc. C'était assez difficile de pouvoir se projeter ou en tout cas avoir tout simplement la bonne information hein, pour dire qu'on peut prétendre à quoi que ce soit. Ça a été une première phase qui a été assez floue pour nous. Ensuite, oui, le prêt, on va dire, et là je rejoins Steve, ça rentre dans le cadre d'une bonne gestion. C'est-à-dire qu'il faut prévoir voilà, une trésor, enfin un matelas, et ça fait partie en fait du b.a.-ba de l'entreprise. Pour pouvoir survivre, il faut prévoir son petit matelas pour pouvoir avancer et prévoir en cas de coup dur. Et nous, on peut dire qu'on avait déjà ce type de matelas. Donc, le PGE a été juste un moyen de pouvoir absorber en fait le cash qu'on grignotait au fur et à mesure de la crise. Hein. Et ça a été un moyen de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, absorber en fait ces pertes qu'on avait. Mais voilà, si on regarde en soi le PGE, enfin, c'est pas ça qui va sauver une entreprise. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Et nous, ça a été grâce à ce matelas qu'on a pu traverser en fait la crise. Après, en termes d'embauche, c'est vrai que ça a été difficile parce qu'on avait une projection. Enfin, nous, on fait pratiquement 80-90% de notre chiffre d'affaires par rapport à la masse organique. Nous, croissance organique égale croissance financière. Donc voilà, c'est assez difficile de pouvoir embaucher parce que voilà, d'habitude, on part toujours sur une projection à 2-3 mois pour pouvoir se lancer dans du recrutement. Et c'est vrai qu'on a eu un gros ralentissement au niveau de recrutement, mais on a tout de même embauché quelques personnes durant cette crise. Ça n'a pas été simple au point de vue RH, mais voilà, c'était un peu de tout. Voilà. Et je rejoins un petit peu Steve en disant qu'il y a un peu de tout. Voilà. Alors justement, je rebondis là-dessus sur ce que vous venez de dire. Alors, j'apporte ma pierre à l'édifice en disant qu'effectivement, par exemple, pour trouver la subvention Covid en cas d'entreprise impactée par la crise, si vous cherchez ça sur votre portail professionnel entreprise, vous ne le trouverez pas. Il faut aller sur votre portail perso et aller ensuite dans messagerie sécurisée pour ensuite aller tout en bas et demander l'aide Covid pour votre entreprise. Ce qui est quand même, ils auraient pu faire un tout petit peu plus simple. Nous, ça a été des va-et-vient avec la comptabilité, avec les RH. Enfin, c'est l'horreur. Ouais, voilà. C'est l'horreur. Alors, justement, pour compléter ça, on se retrouve, et en plus, ils sont en train de nous annoncer que le Fonds national de garantie des salaires, donc les AGS, risque d'augmenter leurs cotisations puisque, du coup, maintenant, les salariés ne sont plus prioritaires, ne seront bientôt plus prioritaires dans le cadre des liquidations d'entreprise. Donc, bien entendu, on va augmenter les cotisations. Déjà qu'on est, par rapport au net, quasiment à la même chose en termes de cotisations par salarié, on est en droit de se poser la question de l'avenir effectivement de l'emploi en entreprise, sachant qu'en plus, et je vais laisser la parole à Marion parce qu'il y a plein de choses à lui dire, on a non seulement le télétravail qui a explosé,
on a du coup des vraies problématiques en termes de management, parce que déjà, quand c'était en présentiel, le management, ça pouvait être approximatif, mais alors là, en distanciel, ça devient du rock'n'roll parce qu'on ne peut plus maîtriser forcément les horaires de travail entre ceux qui bossent trop, ceux qui ne bossent pas, et bref, c'est la totale. Marion, c'est quoi l'avenir du travail en France aujourd'hui? Moi, j'ai envie de vous dire, si j'ai envie d'avoir du travail, il faut bien recruter. Après, j'entends beaucoup de gens, et je l'entends là aujourd'hui, les salariés, ça coûte cher, il y a des charges, etc. Après, donc oui, il y a des solutions, il y a de la sous-traitance, de l'intérim, des freelances, etc. Après, ça peut être adapté. Ça ne veut pas dire que c'est pas aussi, qu'il n'y a pas des conséquences forcément aussi importantes. Certaines personnes ont peur d'embaucher, ont peur des prud'hommes, ont peur des charges, etc. Si on prend quelqu'un en dehors du salariat, donc notamment de la sous-traitance, voilà, vous de faire appel à des indépendants, il y a aussi un risque finalement, et c'est la seule chose que je dois dire, c'est qu'il faut faire toujours attention. Chaque cadre, voilà, faut avoir un motif, il faut le justifier, etc. Il ne faut juste pas croire que parce qu'on n'a pas un salarié, on n'a pas un risque derrière, que finalement, si vous le traitez comme un salarié, c'est-à-dire s'il y a un lien de subordination, etc., finalement, vous rentrez dans une relation salariée avec potentiellement une demande de requalification en contrat de travail, du travail dissimulé, etc., et d'autres choses. Bon, je comprends et j'entends ce que vous dites tous. Oui, ça coûte cher. Après, j'entends aussi que c'est parce qu'on a de fidéliser un peu ces salariés et de bien les traiter quelque part, c'est ce qui aussi amène de la productivité, etc. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire attention. Et vous le disiez, le télétravail. Enfin, je pense qu'en termes d'embauche notamment, ou que ce soit salarié ou pas, mais la vraie problématique maintenant, ça va être de s'adapter à ce qu'on a vu. Donc maintenant, le télétravail, je pense que c'est inévitable dans toutes les structures. Il faut se doter de ça, il faut y faire attention parce qu'il va y avoir, je pense, un nouveau thème aussi de contentieux sur le télétravail. Et vous l'avez dit, sur la durée du travail, comment on contrôle. Il y a aussi toute la notion de travailleur isolé. Il y a aussi, parce qu'on est en télétravail, on est seul, il n'y a plus de lien social. Il faut aussi faire attention à maintenir quand même une cohésion d'équipe, etc., avec chacun. Et voilà, je pense que c'est aussi une organisation sur cette nouvelle façon de travailler qu'il faut intégrer dans les process pour chaque entreprise et rendre attractif finalement son entreprise au regard de toutes ces données. Il y a beaucoup de volonté avec ce qui s'est passé. On a vu des gens qui partent de la région parisienne, qui veulent un autre cadre de vie, et je pense que c'est important de rendre attractif son activité. Donc moi, j'ai envie de dire, entreprendre en 2021, c'est aussi donner envie de venir dans son entreprise et faire attention à toutes ces nouvelles données d'organisation du travail finalement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va… Oui. Vas-y, Benjamin. Oui, Emmanuel, je voulais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire avant. Il y en a qui bossent beaucoup, il y en a qui bossent pas assez, etc. Je veux juste apporter un éclairage qui me semble assez intéressant, tant du point de vue avec ma casquette d'élu que ma casquette aussi de salarié, puisque si nos auditrices notamment ne savent pas, je travaille depuis 20 ans chez Stellantis. Enfin, c'était PSA Peugeot Citroën qui est devenu Stellantis depuis la mi-janvier. D'abord, on n'a jamais autant travaillé en tant qu'élu depuis un an avec la crise qu'on connaît. Et alors effectivement, c'est issu aussi beaucoup de sollicitations du tissu économique et social, mais c'est aussi parce qu'on a découvert ce qu'on fait par exemple aujourd'hui, la faculté de démultiplier nos événements à travers des plateformes dématérialisées, des plateformes numériques. Et ça, des webinaires, des visioconférences, des réunions qui nous prenaient un certain temps, ne serait-ce qu'en termes de logistique, à mettre en place physiquement, on a découvert qu'on pouvait démultiplier la chose de façon incroyable. On en fait de plus en plus, et d'ailleurs, c'est un mode qu'on va conserver, même post-confinement, qui maintenant, en termes d'organisation dans les têtes, et nous permet de faire quand même beaucoup plus de choses. En termes de télétravail, je suis quasiment depuis un an à 100% en télétravail. Et le groupe PSA Peugeot Citroën, d'ailleurs, était un groupe qui était en retard, notamment si on parle du secteur automobile, par rapport à Renault. Soyons clairs. Le télétravail chez PSA Peugeot Citroën est arrivé il y a 3 ans, à peu près 2-3 ans, 2017-2018. Beaucoup de réticences. Les chiffres sont là. En 2020, on a travaillé en présentiel que du 1er janvier au 14 mars. On a fait des résultats incroyables, jamais vus,
Alors, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé sur la digitalisation des processus, sur la notion de vente en ligne, notion de figital. D'ailleurs, j'ai eu de la chance, je ne suis pas retrouvé absolument pas en chômage partiel, puisque j'étais sur le digital. Donc, j'ai eu le droit à tous les budgets pour mes projets. Donc, ça, c'était plutôt bien en termes d'innovation. Ça voulait dire que c'était une opportunité pour moi. J'avais des collègues qui, effectivement, se retrouvaient en chômage partiel. Par contre, voilà, c'était un moment compliqué, mais égoïstement pour le secteur digital du numérique, c'était le moyen aussi de récupérer tous les projets, les budgets aussi, et d'accélérer sur ce qu'on avait fait. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, il y a tout un système maintenant de management qui a été mis en place, et même en post-confinement, ben, on va nous inviter à venir une journée, voire une journée et demie en présentiel dans les bureaux. Ça a permis aussi de libérer beaucoup d'espace de bureaux. D'ailleurs, sur le plan politique, on voit qu'à Paris aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme, on dit attention, il faut penser aussi la réversibilité entre ce qui est bureau et ce qui peut devenir habitation et vice-versa. Parce que voilà, on a aussi des bureaux qui se vident, on a aussi des personnes qui quittent Paris. Je crois que sur les derniers chiffres du recensement, on a dû perdre à peu près 3000 personnes sur le 17e, puisqu'on était à 170 000 et on est à 167 000. C'est une réalité. Personnellement, mon manager est en Bretagne et ça pose aucun souci pour travailler. Tout ça pour dire que le télétravail, c'est absolument pas une barrière. Il faut juste adapter que ça rentre dans l'esprit. Il faut qu'il y ait un management qui soit appliqué. Il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience au niveau des salariés de l'entreprise. Ce que je viens de dire prouve qu'on peut faire des résultats incroyables malgré un contexte difficile, mais avec l'idée de profiter d'un moment difficile pour qu'il devienne une opportunité. Et à ce moment-là, il y a aussi une réflexion en termes d'accélération, de répartition différente peut-être des budgets sur des priorités business, entre guillemets, et aussi la faculté de, quand on peut le faire bien évidemment, de réduction des coûts fixes. Notamment, ça passe effectivement par la libération de certains espaces de bureaux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Le 16e arrondissement a lancé une journée offerte dans les espaces de coworking. D'ailleurs, ce sont des espaces qui ont bien fonctionné, qui fonctionnent encore bien. Donc, nous aussi, on va le lancer à partir de la semaine prochaine jusqu'au 30 avril. Et on proposera aux salariés du 17e, parce que à la maison, c'est sympa, mais ça peut aussi se transformer en un coworking un peu compliqué, notamment avec les enfants, notamment avec son conjoint. Et ça, on l'a vécu en plein confinement. Réellement, c'était au mois de mars dernier. Bon, c'était pas simple. Et donc, voilà, on va lancer une journée offerte dans nos espaces de coworking du 17e, aussi pour dire qu'on doit soutenir l'économie. On doit soutenir certains secteurs d'activité à partir du moment où on en fait une opportunité par rapport à un contexte de crise. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, rebondir sur ce que tu disais, mais en tout cas, bon, moi je pense que globalement les gens en télétravail doivent travailler un équilibre personnel et professionnel, mais quand on regarde des chiffres sur certains secteurs et certaines entreprises, je pense qu'on peut être optimiste et ça fonctionne clairement. Si je peux rebondir sur ça, et c'est tout à fait ça. Quand on disait qu'il y a, sur cette crise, il y a un peu de tout, et qu'on parlait de gestion, il faut déjà se dire que, voilà, par exemple, nous, Option, ça nous a permis effectivement de réduire aussi un certain nombre de coûts fixes, parce qu'on était plutôt en mode agile, notamment sur des espaces de travail. Donc, on n'était pas sur des bureaux sur lesquels on avait des engagements, en fait, comme sur des bails classiques. Donc, on était plutôt sur un mode de fonctionnement basé sur du coworking et sur des espaces de centre d'affaires au niveau mensuel. Donc, du coup, quand il y a eu la crise, on a pu libérer, sachant que tout le monde travaillait et tout le monde était à domicile et tout le monde était en télétravail. Donc, on a gagné sur ces coûts fixes. C'était déjà un premier point. Et puis, deuxième point, sur en ce qui concerne la partie management, effectivement, ça n'a pas été simple parce que télétravail, ça demande aussi d'avoir une organisation à distance, des outils de travail et aussi des réflexes au niveau aussi des salariés. Donc, nous, c'est vrai qu'on est déjà dans cet état d'esprit au départ, donc ça a été plus simple. Et on l'a vu aussi avec nos clients qui sont aussi dans ce même mode de travail où ça a été, on va dire, ça a été totalement transparent. Par exemple, nous, Option, on travaille sur tout ce qui est, on va dire, de nouvelles technologies dans le cadre du digital, à savoir on traite tout ce qui est données big data, l'intelligence artificielle, on fait la conception d'applications d'entreprise, web mobile, et on travaille notamment des sujets sur la blockchain, sur la technologie de la blockchain. Donc, on va dire c'est principalement virtuel. Donc, on
on n'a pas forcément besoin d'intervenir chez nos clients. C'est vrai qu'on a vu où il y a eu un ralentissement et non pas une perte vis-à-vis des clients qui n'étaient pas dans cet état d'esprit de télétravail, qui n'étaient pas 100% digitalisés. Donc, il y a eu un arrêt et une reprise par la suite quand ils ont déployé tous les outils de travail, Zoom ou d'accès, des outils d'accès à distance, etc. Ça a été d'autant plus simple par la suite. Mais c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit en disant que voilà, c'est une souplesse, c'est une nouvelle façon de travailler. Il y a aussi l'état d'esprit à prendre en compte au niveau des salariés, parce que télétravail tout le temps chez soi, ça n'a pas été simple. Nous, on a eu des salariés qui nous ont demandé de pouvoir aussi sortir. On a mis en place des dérogations pour venir un petit peu au bureau et faire voir un peu autre chose. Et c'est tout ça, en fait. Hein. Et je pense que dans cette crise, c'est un peu un tout. C'est un ensemble qui fait que… Je vais reprendre la parole là-dessus. En fait, on se rend compte aussi que le travail et la relation au travail a changé. Benjamin, tu parlais des gens qui, du coup, partaient en province pour continuer à travailler et profiter un petit peu de ça. Donc, du coup, on a quand même une relation au travail qui a beaucoup évolué, avec notamment la relation au lien social propre au travail qui a aussi évolué. Et là, Benjamin, je mets en avant une initiative d'un élu du 17e, je crois, qui s'appelle l'Heure solidaire, qui marche très, très bien, puisque vous avez… la mairie du 17e est vraiment une mairie à observer au niveau du dynamisme, parce qu'il y a plein de belles idées, notamment l'Heure solidaire qui se développe du coup dans le Loiret, avec donc du coup une associée de Sparte qui participe à ça. On se rend compte qu'on a beaucoup de cadres, par exemple, qui viennent du Nord ou de grandes métropoles qui s'installent et qui profitent de ce genre d'opportunités pour s'insérer dans le tissu social et surtout retrouver un lien social qu'on a peut-être perdu avec le travail, le télétravail, comme on dit, où l'air de rien, prendre un café, discuter de choses et d'autres, ça manque. Le rapport physique manque. C'est l'heure civique, me fait tweeter mon associé. Oui, Céline, promis, c'est l'heure civique avec l'association Voisins Solidaires. Ça y est, je l'ai bien dit comme il faut, tapez pas. Mais alors, justement, je rebondis je rebondis au sens, bien entendu, bienveillant du terme, vis-à-vis de l'avocate. Mais alors, je comprends plus rien là, il faut m'expliquer un truc. Je suis employeur, donc je dois préserver l'équilibre vie privée, vie professionnelle du collaborateur. En clair, je suis responsable de son bien-être. Les garçons et les filles vont aller bosser à droite et à gauche en télétravail. Steve, je te laisse la parole juste après, parce que juste pour rappeler que l'air de rien, le télétravail sur une machine-outil, ça fait rire. Mais alors, comment est-ce que je peux préserver tout ça avec quand même, on est en train peut-être d'assister à une révolution de la relation de l'individu avec le travail et peut-être une porte ouverte à du multi-emploi ou d'une approche totalement différente et de la relation sociale et de la relation du travail. Marion, c'est pour toi. Du multi-emploi, c'est-à-dire… Non, en fait, effectivement, il y a deux choses. Et je suis d'accord aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé. C'est sûr qu'il n'y a plus les trajets, il n'y a plus moins de perturbations. Donc, il faut faire attention, effectivement, vu que l'employeur est responsable, on appelle ça de la sécurité au sens large des salariés, c'est-à-dire voilà, qu'il soit bien, qu'il y ait vraiment qui respecte sa vie personnelle, etc. Et c'est compliqué, effectivement, avec le télétravail. Après, ça existait déjà, parce qu'on est quand même très connecté avec les emails, etc. Ça existait déjà. Donc, je pense que c'est juste un suivi qui est plus important. Effectivement, le management maintenant et le pouvoir de direction à distance, il évolue. Je pense qu'il faut s'adapter, il faut peut-être faire des réunions, s'assurer que tout le monde est bien organisé, a un espace de travail et garde un espace pour soi. Alors après, il y a des choses voilà, il y a aussi des règles ou des notes qui peuvent passer en disant à partir de telle heure, vous ne devez plus vous connecter. Enfin, il y a des choses pratico-pratiques qui peuvent être mises en place tout simplement. Après, et je l'entendais aussi avec des salariés qui ont demandé à revenir sur site, c'est aussi une vraie question. Effectivement, le lien social se perd. Beaucoup de salariés demandent, c'est compliqué parce que quelque part, l'employeur, on dit tous les postes qui peuvent être télétravaillés doivent être en télétravail. Donc, parce que vous protégez vos salariés en faisant ça, vous les exposez pas à un risque, etc., de contamination.
Et en même temps, vous avez des salariés qui sont malheureux, isolés chez eux et qui demandent effectivement de venir. Alors il y a voilà, c'est le juste milieu à faire, de voir comment on organise ça parce que finalement, ça va être un autre problème. Effectivement, l'isolement, enfin, le fait que tout se passe effectivement à distance entraîne d'autres problèmes. Je pense qu'après, il faut voir moi, j'ai des clients où parfois, ils ont fait, par exemple, des enquêtes sur le télétravail pour savoir chaque collaborateur, comment l'a-t-il vécu et cetera. Il y a peut-être des adaptations à faire selon les postes, selon le type de salarié. Effectivement, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être cadrées. On n'est pas, enfin cadré dans le sens où d'être managé et de discuter peut-être physiquement, de voir des travaux ensemble. Et après, il y a toute la partie effectivement des postes qui ne sont pas télétravaillables de toute façon, où il faut aussi pas qu'il y ait trop de décalage dans une même structure sur tous les salariés entre eux. C'est un vrai défi, je pense, et on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, sur réfléchir à cette nouvelle façon de travailler effectivement et que chacun y trouve son intérêt dans le respect des droits de chacun. Et alors, Steve, parce que alors, toi, tu es bien le parfait modèle où tu vas avoir des gens qui peuvent être en télétravail et d'autres, je suis désolé, mais pour faire des copeaux, pour reprendre ton expression, quand tu as une pièce en métal, le mec est à Lille, la machine est à Toulouse, ça ne va pas marcher, on est d'accord? Oui. Non, c'est pas possible pour nous. C'est le contre-coup en fait de la crise et puis certains employés qui voient qu'ils peuvent pas télétravailler. Enfin, c'est un monde de fous, hein. Moi, j'en ai eu qui m'ont demandé à être en chômage partiel, quoi, pour me prendre un petit peu de temps pour eux, quoi. Donc, ça met en rage. Effectivement, on fait des choix dans l'atelier de savoir qui on met en présentiel et qui on met un peu au repos. Évidemment, c'est les gens les plus compétents qui viennent. Puis les jeunes, je crois que le SMIC est pris à 100% de mémoire. Mais celui qui est légèrement… voilà, celui qui est à 30 km du lieu de travail et qui est au SMIC, il préfère largement rester à la maison que quand je lui demande « j'ai besoin de toi, viens pour la même chose », là, ça fait quoi. J'ai même eu des gens qui ont voulu s'en aller, quoi, parce que je crois qu'ils ont le droit aussi au chômage s'ils font une fois dans leur vie une démission ou quelque chose comme ça. Et des ruptures aussi pour les gens qui veulent s'en aller de la région parisienne. C'est juste assez hallucinant. Donc, trop donné, encore une fois, c'est pas bon. Ça ne marche plus, quoi. Donc, Et moi, donc, je me rends compte déjà qu'une industrie mécanique en Île-de-France, ça coûte juste un bras et que j'ai des envies de délocaliser. Alors, pas forcément dans le Perche, parce que là, on va tous… voilà, mais j'ai rien contre le Perche, c'est très joli. Mais on voit bien que la masse salariale est plus accessible. Il y a peut-être moins de monde, mais on peut donner du travail à tout un village. Voilà. Bon, après, il y a deux écoles à ça. Ce n'est pas forcément vrai ce que je dis. Mais je vois bien qu'une société comme Ratier-Figeac, à l'époque, quand elle s'est créée, elle s'est mise à Figeac. Figeac, c'est au fin fond, c'est loin des accès autoroutiers et tout ça. Et aujourd'hui, c'est un géant de l'industrie aéronautique. Donc, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de l'abus en tout cas dans cette crise et avec ce que met en place l'État. Moi, je sais que j'utilise le chômage partiel. Il y en a qui sont restés bien au chaud, il y en a beaucoup qui jouent le jeu, hein. Mais on voit bien qu'il y a ceux qui viennent toute l'année 2020 travailler. En plus, on les prive d'heures supplémentaires parce qu'il faut serrer la ceinture et tout ça. Enfin, bon, il y a un décalage de physionomie. Nous, on est là avec l'UIMM. Oui. Dans cette convention de métallurgie, les cadres sont payés à 100%. Même quand ils sont au chômage. Et un cadre, en général, il a toujours plus que l'employé qui va sur les machines-outils. Il y a un tel décalage. Et puis ça, si je ne fais pas un texte d'entreprise, je suis hors la loi, quoi. Voilà. Alors, en conclusion, je te laisse commencer, Steve. Ça vaut le coup d'entreprendre en 2021 ou 2022 ou vaut mieux rester au chaud, chômage et puis… Mais non, mais bon, humainement parlant, se mettre à son compte, c'est quand même une aventure exceptionnelle. Enfin, qu'on soit dans n'importe quelle filière, évidemment, il faut mesurer un peu ce que je disais en introduction, mais moi, je ne sais pas, moi, si j'ai envie de créer une navette spatiale pour aller sur Mars, moi, je le ferai avec mes propres moyens. Mais qui vous dit que c'est impossible, à part les autres? Enfin, voilà, comme tu m'as souvent dit, il faut s'écouter au fond de soi et puis foncer dans tout ce qu'on pense pouvoir entreprendre. Moi,
j'ai suivi l'entreprise familiale. J'ai jamais créé d'entreprise, mais je pense que je serais assez partant. Moi, je pense qu'il faut foncer. Des problèmes, il y en aura toute sa vie, hein, de toute façon. Hein. Donc, en conclusion, il faut y aller. Alors, dis-moi Ulrich, toi, en conclusion, ça vaut le coup d'entreprendre ou pas en 2021? Alors, pour moi également, c'est avant tout aussi une question d'avis d'avis personnel déjà, parce qu'il faut ressentir le besoin déjà personnellement avant de pouvoir se lancer. Ça, c'est pour moi le premier point. Ensuite, oui, parce qu'il y a toujours des opportunités, même en temps dur, il y a des opportunités qui se créent, il y a des choses à aller chercher. Et je pense que c'est aussi une question de préparation, de réflexion, et puis surtout aussi de réseau. Je pense qu'il faut être entouré au maximum pour avoir le maximum d'informations, avoir un maximum de conseils et d'orientation pour justement permettre de pouvoir se lancer, peu importe le contexte. Donc pour moi, oui, ça vaut toujours le coup et la peine de pouvoir investir. Serge, toi qui, contre vents et marées, déjà tout petit en maternelle, tu as monté ta première start-up où tu dealais des sucettes. T'en penses quoi, toi? Est-ce que ça vaut le coup d'entreprendre en 2021 plus qu'en 2019 ou 2018? Est-ce que c'est l'âge d'or de l'entrepreneuriat? Ça commence maintenant? J'ai envie de te dire que tant que les écoles sont ouvertes, on peut encore ouvrir des startups dans les sucettes à la maternelle. Oui, non, bah écoute, d'emblée, je t'ai dit, hein, j'ai pas d'impact. Je suis en train de réfléchir à 2 créations de startups, dont une qui peut t'intéresser à titre personnel, Emmanuel. Non pas pour Sparts, mais on en reparlera. Et j'ai envie de dire que moi, je profite à bloc de cette opportunité qui nous est offerte avec le Covid pour créer des startups hors sol et hors patron, puisque moi, c'est moi qui vais me délocaliser tout seul dans la campagne dès cet été. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir ni d'atelier, ni d'usine. Donc, on est beaucoup dans le numérique. Et j'ai commencé à embaucher des gens pour la dernière startup, la FI, qui habitent à Bordeaux ou ailleurs, parce qu'on s'en fout d'où est-ce qu'ils habitent à partir du moment où ils codent. Et donc, moi, je vais disparaître. Et quand je dis hors sol, c'est que FI, justement, qui a maintenant 1 an, qui aura bientôt 2 ans, on n'a toujours pas de locaux. On est tous chez soi. Alors, on a bien été aidé par, évidemment, le Covid. Mais voilà, je me rends compte que ça fonctionne et je continue, quoi. Alors, évidemment, ça va pas fonctionner pour tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui ont besoin de se réunir et nous, on se réunit que rarement. Mais voilà, si ça fonctionne, je vais continuer dans ce sens-là. Ouais. Et créer des nouvelles startups dès cette année. Merci Serge. Alors l'avocate, elle en pense quoi? Ça vaut le coup de se lancer ou pas? Parce que je crois qu'en plus, vous êtes lancé au bon moment. Je crois que vous avez ouvert votre cabinet au mois de mars ou d'avril 2019. 2020, non, en janvier 2020. Ouais. Non, c'était vraiment, voilà. Donc, j'ai décidé d'entreprendre également en 2020. Et oui, non, moi, je pense qu'il faut y aller. Il faut rester optimiste. Et voilà, c'est juste, il y a une année qui a fait réfléchir et du coup, il faut s'adapter. Là, on a beaucoup réagi en 2021, en 2020. Là, on va s'adapter. Il faut juste… faut voir comment le faire. Je pense qu'il faut le faire. Et il faut se faire conseiller. Et prendre un bon expert comptable. Un bon expert comptable, c'est quelqu'un qui amène du vrai conseil. Et justement, sur toutes ces aides, etc., c'est important. Alors, un avocat, c'est quand même très utile aussi. Mais voilà, il faut se faire conseiller, il faut se renseigner. Et voilà, il faut prendre du recul avec ce qui s'est passé pour s'adapter en 2021. Mais oui, il faut y aller, il faut rester positif. D'accord, on y croit. Voilà. Benjamin, je te laisse le mot de la conclusion et ensuite tu passes la parole à Rosie. Oui, alors le mot de la conclusion, juste me dire que ça me fait penser à 2 associations avec qui on travaille, 100 000 entrepreneurs et 60 000 rebonds. 100 000 entrepreneurs parce qu'a priori les chiffres, c'est 100 000 créations d'entreprises annuelles. 60 000 rebonds parce qu'il y en a 60 000 qui se plantent par an. Et ça me fait penser à une conférence qu'on avait faite sur le management par l'échec. Je sais que dans le monde anglo-saxon, quand on vient demander un soutien financier, un investisseur, une banque, on lui demande s'il s'est planté. Et c'est un bon critère dans le dossier. Et nous, dans notre culture, non, la banque ne suit pas. Et c'est une erreur fondamentale parce que se planter, c'est beaucoup plus formateur qu'on ne le pense. Et pour répondre à la question, je dirais que bien sûr qu'il faut y aller parce que même avec cette notion de se dire on peut se planter, à partir du moment où le logiciel qu'on a, mais je pense que l'entrepreneur, il a le bon logiciel. C'est-à-dire qu'il se dit
quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est toujours une opportunité pour rebondir. Et je pense qu'avec ce logiciel-là, bien sûr qu'il faut innover, il faut y aller. Maintenant, il faut que les investisseurs suivent. Voilà, et à partir du moment où les investisseurs changent aussi leur logiciel et font confiance aux entrepreneurs, bah, il n'y a pas de raison. Donc, soyons moins frileux au niveau des investisseurs, au niveau des banques, et les entrepreneurs feront le job derrière, et j'ai aucune inquiétude là-dessus. Et je vois que la vitalité, où on en a parlé, elle se voit aussi sur Paris. Création d'entreprise, elle est là. Donc, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui remplacent. Voilà, c'est aussi ça la vie. Mais moi, je reste très optimiste, et en tout cas, nous, dans le 17e, on compte sur les hommes et les femmes qui entreprennent. Voilà. Merci beaucoup, Rosie. On te laisse le mot de la fin. Et Moi on dit au revoir et merci à tout le monde. Si je dois conclure et ramasser tous ces données, etc., je dirais donc on est optimiste, il y aura du travail, mais attention, pas que pour les jeunes, il faut penser aussi aux seniors parce qu'il y a aussi l'expertise, etc. On a beaucoup parlé des aides pour embaucher donc des jeunes. À l'agence RB, on a fait ce choix. Nous avons plusieurs jeunes donc, au sein de l'agence, mais il y a aussi des seniors. Donc, il ne faut pas négliger aussi cette possibilité. Ils en ont aussi vraiment besoin. Et la deuxième chose, les charges. Donc, je pense qu'on pourrait encore embaucher, encore une fois, l'exemple. Aujourd'hui, RB pourrait embaucher d'autres personnes, mais malheureusement, avec les charges, ça pèse vraiment très, très lourd. Donc, ça nous met vraiment un frein. Donc, voilà le message. Et surtout, se faire accompagner à la création d'entreprises. C'est très important. Donc, bien sûr, Marion, vous l'avez dit, avec les experts comptables, etc. Mais il y a aussi des conseils auprès des chambres de commerce, auprès des organisations qu'on n'a pas citées, mais qui sont bien là pour accompagner les créateurs d'entreprises comme la BGE, etc., qu'on connaît bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. En tout cas, ça donne de l'espoir. Malgré cette crise, on peut entreprendre et on doit entreprendre. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Et ça nous a donné d'autres idées parce que par vos propos, on voit qu'il faut reparler de la reconversion, parler de la mobilité du travail, parler vraiment de la santé et du bien-être. J'aime pas le côté bien-être au travail, mais surtout la santé des salariés, parce que cette crise nous montre quand même qu'il y a des déficits par ici, par là. Donc voilà, donc ça nous laisse vraiment un boulevard sur des sujets à aborder au sein des ateliers RB. Merci à tous, merci pour votre participation. Je pense qu'on va se suivre et on fera appel à vous parce que je pense qu'il y a des belles boîtes qui vont se créer. Vous viendrez parler du succès après de vos entreprises, messieurs. Et on se donne rendez-vous donc toujours en webinaire le 25 mars, même heure, même endroit, avec d'autres intervenants, mais avec notre modérateur et animateur Emmanuel Lafont. Merci à vous tous, merci à nos partenaires, mairie du 17e, les affiches parisiennes, Sparterage Group. Très bonne journée, à bientôt. Nous sommes à votre disposition, les questions sur les réseaux, etc. Donc voilà, bonne journée. Et le prochain sujet, la cybersécurité. Ratez pas, l'actualité nous a montré qu'il fallait quand même commencer à être un peu prudent. Donc, la prochaine fois, on parlera de la cybersécurité et notamment, on mettra en valeur les femmes dans l'IT parce que l'air de rien, c'est une vraie ressource et un vrai atout pour ce marché. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous.